Économie Le Mag, votre rendez-vous quotidien sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, comment sauver l'économie indienne et par là même 20% de l'humanité. L'Inde et son milliard 240 millions d'habitants vient de se doter d'une nouvelle majorité. Narendra Modi peut-il reproduire à l'échelle nationale sa réussite à la tête de l'État du Gujarat? L'économiste Jean-Joseph Boyau sera avec nous. Et puis à la frontière indienne, le frère ennemi pakistanais tente de concurrencer son voisin sur le marché mondial de la mangue. Des parts de marché juteuses, mais de nombreux pièges à éviter. Une rivalité économique sur fond de fruits exotiques, ce sera en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Pour commencer, un point rapide sur l'actu éco du jour à l'international. La Suisse d'abord, nous vous en parlions en fin de semaine dernière. Les résultats du référendum sur le salaire minimum sont connus désormais. Les Suisses ont rejeté massivement l'introduction d'un SMIC à 3 300 € par mois, le tout pour 42 heures de travail par semaine. Le non obtient 76,3%. Alors il y avait peu de suspense, il faut le dire, dans un pays où le taux de chômage ne dépasse pas 3,2% et où un salarié sur deux gagne plus de 5 100 € par mois. Non, moi je suis pas forcément déçue puisque j'avais voté contre, donc je suis pas déçue. Après, on pense toujours aux autres et ça fait quand même quelque chose, mais dans la situation de la Suisse, je pense pas que c'était l'idéal. Oui, moi je suis déçue parce que je trouve qu'il y a une grande différence de salaire entre on peut dire entre les pauvres et les riches. Voilà, et sachez qu'au cours de cette même votation, les Suisses ont aussi refusé à 53,4% l'achat pour 3,5 milliards de dollars de 22 avions de chasse suédois Gripen du constructeur Saab. Et quelques centaines de kilomètres plus au sud, il aura eu à peine le temps de franchir la frontière. À Menton, Jérôme Kerviel, l'ex-trader de la Société Générale, a été interpellé à minuit par la police française. C'était leur limite à laquelle il devait se présenter aux autorités en vue de purger sa peine. Aucune résistance, comme il l'avait annoncé lui-même auparavant. Jérôme Kerviel, on le rappelle, a été condamné définitivement à 5 ans de prison, dont 3 fermes, pour avoir causé des pertes de 4,9 milliards d'euros à son ancienne banque. Moi, ce que je vois, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un membre du gouvernement qui me traite d'escroc. En face, il y a une banque multicondamnée qui a fait des manipulations sur les taux. Jamais ce ministre se permettrait de traiter cette banque d'escroc. Voilà, il y a 2 poids 2 mesures en France. Et le système, il est comme ça. Et j'y peux rien. Aujourd'hui, j'ai pas perdu. Aujourd'hui, j'ai passé une magnifique journée auprès des miens. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis libre. Je me rends à la police. Je respecte la décision de mon pays. Voilà, point. Voilà, et après une nuit passée au commissariat de Menton, Jérôme Kerviel a été emprisonné ce matin à la maison d'arrêt de Nice. 48,5 milliards de dollars. Cette fois, c'est fait. AT&T rachète l'opérateur de télévision par satellite DirecTV. Alors, le champion américain des télécoms confirme la tendance aux États-Unis et ailleurs, la convergence de la téléphonie mobile et du marché de la télé. Un mariage 100% américain pour AT&T qui entend améliorer son offre groupée. De son côté, avec ses 20 millions d'abonnés, DirecTV pourra enfin offrir à ses clients de l'Internet à haut débit. Autre tentative de méga fusion, avortée cette fois, pour le moment en tout cas. Elle concerne l'industrie pharmaceutique. Le Britannique AstraZeneca a rejeté aujourd'hui la nouvelle offre améliorée de son concurrent américain Pfizer. Une offre à prendre ou à laisser, 86 milliards d'euros et un projet d'acquisition par OPA. Sur le coup, ce rejet d'AstraZeneca a fait perdre au cours de son action 17% à Londres. La direction du groupe britannique fustige l'approche de Pfizer. Il y a plusieurs risques, et d'abord le risque d'exécution inhérent à une fusion de cette ampleur, avec des destructions en termes d'emploi et de recherche et développement au niveau international. Que dirons-nous à une personne dont le père est mort d'un cancer du poumon en raison du retard de l'un de nos médicaments? Retard dû au fait que 2 de nos entreprises travaillent pendant ce temps-là à réduire leurs coûts. Et puis un détour par la Thaïlande, secouée ces derniers jours par une grave crise politique, crise qui met à mal l'économie. Pour la première fois en 3 ans, Bangkok affiche une récession au premier trimestre, moins 0,6% pour le PIB. En rythme annuel, les investissements reculent de près de 10%, moins 3,1% du côté de l'hôtellerie-restauration. La deuxième économie d'Asie du Sud-Est pourrait bien payer cher une prolongation de cette instabilité.
Que restera-t-il dans quelques semaines des scènes de liesse vendredi à New Delhi à l'annonce des résultats des plus grandes élections législatives de l'histoire? Le plus dur commence sans doute pour les nationalistes triomphants de Narendra Modi. Après avoir bâti leur campagne sur le redressement de l'économie, ils devront sans tarder agir pour combler les retards du pays en termes notamment d'infrastructures, d'industrie. Avec une inconnue, le nouveau pouvoir a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions? Le point avec Johanna Citruc. V comme victoire. La victoire écrasante de Narendra Modi, chef du parti nationaliste hindou, aux élections législatives en Inde. Un succès principalement dû à sa promesse de campagne, relancer l'économie de la plus grande démocratie du monde. C'est l'heure de réécrire l'histoire du succès de l'Inde. Son succès n'est pas terminé. Mais la tâche ne s'annonce pas facile. L'économie indienne avance au ralenti. La croissance a presque diminué de moitié en seulement 2 ans pour atteindre aujourd'hui 4,9%. Quant à l'inflation, elle frôle les 9%. Le BJP a toujours eu comme but depuis le début de faire avancer tous les secteurs de la société, de faire avancer toutes les classes de la société pour le progrès de notre pays. Pour atteindre son objectif, Modi envisage de créer de nouvelles infrastructures dont le manque freine l'industrialisation du pays, mais aussi de créer des emplois pour les jeunes, très nombreux. Actuellement, plus de 50% de la population a moins de 25 ans. Peut-il remettre l'économie indienne sur les rails? Peut-il créer des emplois? Peut-il reconstruire les infrastructures? Eh bien, je suis plutôt optimiste quant à ses capacités pour répondre à certaines de ses attentes. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse répondre à tous les espoirs qu'il a suscités. Si certains analystes sont optimistes, d'autres émettent des doutes, notamment parce que la plupart des problèmes économiques relèvent des autorités locales et non gouvernementales. Voilà, on l'a compris, l'un des talons d'Achille de cette économie indienne, ce sont ses lacunes en matière d'industrialisation. Va-t-on assister à des campagnes de grands travaux? On retrouve en liaison depuis Paris l'économiste Jean-Joseph Boyau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller pour le club du CEPI et auteur entre autres de L'Inde pour les nuls paru chez Furts. Alors d'abord, est-ce qu'il faut craindre que l'enthousiasme qui a entouré le scrutin et les résultats soit un feu de paille finalement et qu'au final on se rende compte que ce sont en fait les États qui conservent énormément de prérogatives en matière d'économie? Craindre est peut-être un grand mot, mais il est bien évident que l'euphorie qu'on observe là depuis quelques jours va connaître le test des dures réalités pour une raison simple qui est le décompte des élections. D'une part, le candidat Modi n'a récolté que 31% des voix. Et évidemment, ça veut dire qu'il y a 70% des Indiens qui sont pour l'instant circonspects. Deuxièmement, la carte géographique des États, évidemment, très intéressante et rejoint votre point sur les autres États vont-ils suivre. On a en gros une carte qui se concentre comme un onde de choc, si vous voulez, à partir du Gujarat sur le cœur de ce qu'on appelle la belt hindi, les hindi phones, ceux qui parlent le hindi. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on va vers l'Est, on voit bien qu'on a affaire là à des États qui sont restés majoritairement sous la gouverne de leur parti au West Bengal, au Tamil Nadu, en Orissa, etc., au Kerala, dans le sud. Donc on a besoin, et c'est le défi de Narendra Modi, de créer un vrai consensus sur la méthode pour sortir l'Inde de cette paralysie dans laquelle elle est depuis 5 ans. Alors ce qui paraît indispensable aujourd'hui, c'est l'industrialisation, la relance des infrastructures. La faiblesse de l'Inde aujourd'hui l'empêche par exemple de concurrencer la Chine. Est-ce qu'il y a urgence d'après vous sur ce dossier ? Oui, ne pas être obsédé par la Chine, elle-même a ses propres problèmes. 2, il est tout à fait vrai qu'il y a des carences profondes que l'on observe dans les classements internationaux de l'environnement des affaires en Inde, à la fois en termes d'infrastructures, mais je dirais d'abord et avant tout de la gouvernance, car les infrastructures, Manmohan Singh, l'ancien Premier ministre, avait signé quasiment pour 200 milliards de dollars, mais qui n'étaient pas mises en œuvre. Et cette question de la gouvernance n'est pas si simple à régler, à la fois parce que le candidat Narendra Modi a un agenda politique et un agenda économique. Son agenda politique, c'est quand même
très proche du fondamentalisme hindou profond, qui n'est pas partagé, comme je le disais, par les 2/3 des Indiens. Et donc, il se pourrait que l'agenda politique heurte l'agenda économique. Et deuxièmement, parce que vous avez dans les infrastructures, dans tous les projets qui ont été, qui sont encore sur la table, une question qui est: les États vont-ils effectivement partager avec Narendra Modi la même vision de l'Inde de demain? Merci Jean-Joseph Boyau d'avoir accepté de répondre à nos questions. Allez, on passe de l'autre côté de la frontière. Le Pakistan, issu lui aussi de l'Empire britannique des Indes, s'est déjà fait un nom, une place sur le marché mondial de la mangue. 4e producteur, 1 700 000 tonnes par an. Mais l'ambition aujourd'hui d'Islamabad, c'est la première place. Malgré un secteur encore traditionnel, le Pakistan veut tirer les leçons des déboires de l'Inde, dont les récoltes ont été mises à mal par un moucheron. Reportage à Multan. Dans quelques semaines, elles seront mûres à point. Mais c'est en ce moment que tout se joue. Les producteurs de mangue pakistanais ont décidé de lutter contre la drosophile, un petit moucheron qui fait des ravages dans les vergers et qui a coûté à l'Inde son contrat avec l'Europe. Alors le gouvernement met les moyens pour enseigner les meilleures méthodes qui permettent de se débarrasser de ces mouches, comme ce piège à phéromones qui attire les mâles. Ces trous, c'est juste pour les faire entrer. Ils ne peuvent pas ressortir. Ils volent juste autour du coton pour l'accouplement, mais ils ne trouvent pas de femelles, ils ne s'accouplent pas et ne peuvent pas sortir. Comme ça, les femelles ne sont pas fécondées par les mâles et elles ne peuvent pas pondre leurs œufs sur les mangues. Le Pakistan est le 4e producteur de mangue de la planète, avec 1 700 000 tonnes de fruits par an. Mais seulement 5% sont exportés, alors les cultivateurs comptent sur les autorités pour les aider à se faire une place sur la scène internationale. Nous leur demandons de faire le même travail qu'ils font avec la dengue, avec la polio. Nous pouvons éradiquer ce fléau. Et si tout se passe bien, nous pourrons récupérer une partie de ce marché qu'avait l'Inde avec l'Union européenne. Les mouches ne sont pas le seul problème auquel les agriculteurs font face. Les incessantes coupures de courant arrêtent les systèmes d'irrigation régulièrement, ce qui a un impact direct sur la taille des fruits. Mais en 10 ans, les pratiques ont déjà été bouleversées, car pour séduire les clients européens, il faut s'adapter. La mondialisation a amélioré nos connaissances et notre façon de travailler. Cela a changé mon travail. Je plante davantage d'arbres sur la surface donnée et le résultat final, c'est-à-dire la production de fruits, a énormément augmenté sur mon terrain. Le Pakistan est un pays dont l'économie dépend encore largement de l'agriculture. Une agriculture traditionnelle qui se fait à bras d'hommes. Le problème, c'est que ce n'est pas compétitif, mais les commerçants espèrent quand même séduire le marché européen. Nos mangues rapportent moins à l'export que sur le marché pakistanais. Mais le Pakistan a besoin de devises étrangères. C'est pour ça que nous sommes d'accord pour vendre nos mangues 60 roupies le kilo là-bas plutôt que 70 ici. La seule raison, c'est que nous avons besoin de dollars. Les insectes et le manque d'eau ne font pas peur aux Pakistanais. Ils comptent bien profiter de cette manne et avec l'encombrant voisin indien qui disparaît du marché européen, ils visent la première place. Mais l'UE a prévenu le Pakistan, cette saison sera un test. Le pays des purs va devoir prouver que ses mangues sont bien les meilleures. Ouais, que de fruits en tout cas. Et on va rester dans l'univers du sucré pour le Media Watch. Nutella à la une de cette revue de presse, la pâte à tartiner qui fait le bonheur ou pas des jeunes générations depuis un demi-siècle maintenant. Le bonheur aussi de la famille Ferrero, plus grosse fortune d'Italie. Bonjour, Johanna Citruc. Bonjour David. Alors Nutella, c'est 50 ans et beaucoup de chiffres pour cet anniversaire. Oui, donc la pâte à tartiner, la plus célèbre pâte à tartiner du monde, a célébré son demi-siècle d'existence ce dimanche. 50 ans de succès made in Italy. Aujourd'hui, le Nutella en chiffres, c'est 8 usines dans le monde, 365 tonnes consommées chaque année et 20% du chiffre d'affaires de Ferrero, donc le groupe italien qui produit le Nutella, le chiffre d'affaires qui était en 2013 de 7,8 milliards d'euros. Et d'après vous, quels sont les plus gros consommateurs de Nutella ?
Alors franchement, aucune idée, des enfants en tout cas, on va dire. Eh bien, ce sont les Français qui consomment environ 90 millions de pots chaque année. Et en plus d'être les plus gros consommateurs, ce sont les plus gros producteurs, puisqu'en France, plus de 155 millions de pots sont produits tous les ans, c'est-à-dire un tiers de la quantité de Nutella qui est produite dans le monde. Alors on se penche maintenant sur une carte du monde assez particulière. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, il s'agit d'une carte mise en ligne sur le site internet Global Post. Elle met en évidence les exportations qui rapportent le plus dans chaque pays. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder région par région, puisqu'on se rend compte que les pays voisins ont souvent tendance à produire le même type de produit. Alors il y a l'Amérique du Nord, où il y a une majorité de bleu, donc des produits électroniques. L'Amérique centrale, où il y a beaucoup de jaune, du textile et des vêtements, mais aussi du vert, de la nourriture, des boissons. Il y a l'Europe qui est dominée par le gris clair, c'est-à-dire les machines et les transports. La Russie, le Moyen-Orient et l'Asie centrale, c'est du gris foncé, du pétrole. Et en Asie, on a du bleu aussi, des produits électroniques. C'est normal avec la Chine, le Japon et la Corée du Sud, rien d'étonnant. Ouais, du joli travail en tout cas de la part de Global Post. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie de Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur le secteur très inégalitaire de la restauration rapide. En attendant, l'info continue. Restez avec nous.